L'école du PPACI, c'est chaud. Maître Abiba Touré est sur le terrain. Elle est sur le terrain pour éduquer, pour sensibiliser. 2025 n'est pas 2020. L'homme qui fait la politique et qui fait les politiciens, le seul homme qui a affronté le président Félix Houphouët-Boigny, le seul homme qui a affronté un militaire en Côte d'Ivoire et qui a battu le militaire, c'est le président Gbagbo. Et à l'heure où on parle, il a commencé le travail. Le 14, il sera à Beaunois. Mais avant ça, les mobilisations sont dans tout l'étendue du territoire. Et Maître Abiba Touré est aujourd'hui sur le terrain, précisément pour éduquer le peuple sur une question très importante. La question qui est celle de savoir qui veut faire la fraude en Côte d'Ivoire? Qui veut empêcher clairement les Ivoiriens de choisir leur candidat? Qui veut tricher? Qui veut frauder? Et cette éducation est nécessaire pour avoir un peuple non seulement qui va voter, mais un peuple qui surveille. Un peuple qui se mobilise autour de la surveillance de leur vote. Un peuple qui fait respecter son choix. Mais qu'est-ce qu'un peuple peut faire s'ils ne sont pas éduqués? Vous savez qu'en face, vous avez des personnes qui n'éduquent pas leur population, qui n'éduquent pas leurs militants et sympathisants. Ils ont un seul mot d'ordre: prenez les machettes, prenez un bac vert et allez tuer les gens. L'opposition, par contre, éduque. Ils apprennent ce que c'est qu'un vrai militant. Ils apprennent tout ce qu'on peut faire pour contourner. Ils apprennent ce qu'on peut faire pour contrer la fraude. Les élections de septembre dernier ne sont pas les élections qui vont se passer en 2025, où le président Laurent Gbagbo, après plusieurs années à la CPI, revient maintenant pour demander justice clairement à son peuple. Vous pensez que les choses vont se passer aussi facilement? Non. Donc aujourd'hui, Maître Abiba Touré, sachant très bien où le PPACI est en train d'aller, sachant très bien la conduite à tenir, s'est porté volontaire, en train de donner une éducation claire, nette et précise sur les fraudes. Parce que vous savez que face au régime RHDP, vous aurez droit aux fraudes qui vous seront servies, mais partout, dans toute la Côte d'Ivoire. On vous l'a dit, avec le PPACI, vous pouvez vous retrouver, même dans la maison du président Laurent Gbagbo, on va vous dire que dans cette maison-là, Gbagbo a perdu. Bah oui, si vous n'êtes pas sûr de gérer la fraude, même dans sa maison, il va perdre. Tout est possible avec eux. Il est donc important d'éduquer pour qu'on puisse être préparé à la fraude et pour qu'on puisse être mobilisé pour la contrer. Là-dessus, écoutons cette vidéo de Maître Abiba Touré et l'ensemble des panélistes qui sont là. Essayer aussi de transmettre un peu le savoir qu'on a pu avoir, qu'on a pu acquérir. Là, en l'espèce, c'est pour la fraude, ça concerne la fraude électorale, mais ça pouvait concerner d'autres sujets. Donc vraiment, je félicite, je salue l'initiative de l'école du parti. Alors, effectivement, quand on nous a demandé d'aborder la question de la fraude, c'est une question tellement vaste qu'on pourrait passer des jours et des jours, voire des semaines, à vous parler de la fraude. On est à un an des élections présidentielles, mais les irrégularités et les fraudes ont déjà commencé. Il semblait alors important de nous sensibiliser là-dessus, parce que lorsque l'on parle de fraude, les gens, dans l'imagerie populaire, on imagine des tricheries le jour du vote. Or, bien souvent, le jour du vote, tout est déjà plié. Tout est déjà fait. Et puis vous ne voyez rien. Vous sentez que quelque chose ne va pas, qu'on est en train de vous voler quelque chose, mais vous ne savez pas comment. Ça, c'est à cause de la fraude et des irrégularités pré-électorales. C'est insidieux, c'est caché, ça ne se voit pas. C'est extrêmement sophistiqué et ça vous vole une victoire, ça vous vole une élection le jour du scrutin.
sans que vous puissiez voir quoi que ce soit. Parce que finalement, ce que vous voyez, hein, la transhumance, le bourrage dur, tout ça, ce n'est qu'une infime partie de la fraude. Ce n'est rien en réalité. J'ai même envie de vous dire, ils n'ont quasiment aujourd'hui plus besoin de ça pour gagner une élection. Parce que tout se fait bien en amont. Bien avant les élections. C'est pour ça qu'il nous semblait important aujourd'hui de vous parler des irrégularités et des fraudes préélectorales. Alors, quand on parle d'irrégularités et de fraudes préélectorales, il y a effectivement une distinction. Parce que les irrégularités, ce n'est pas forcément frauduleux. C'est un non-respect d'une procédure qui peut avoir un impact considérable sur les résultats des élections, qui peut aussi aboutir à une fraude, mais à la base, ce n'est pas forcément frauduleux. C'est un non-respect d'une procédure. La fraude, c'est clairement une volonté délibérée de tricher, qui peut se manifester également. D'accord? On va essayer d'aborder les deux cas pour vous expliquer un peu ce qu'il en est et comment il procède. Alors, l'un des exemples les plus marquants des irrégularités, d'une irrégularité préélectorale, c'est le non-respect de l'article 7 du Code électoral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'article 7 du Code électoral, en fait, exige que toutes les personnes qui figurent sur la liste électorale doivent pouvoir trouver leur nom, leur prénom. Elles ont un numéro d'ordre, un numéro unique d'enregistrement. On y trouve également leur date et lieu de naissance, le sexe, la profession, le domicile. On trouve également les noms et prénoms du père, les noms et prénoms de la mère, les dates et lieux de naissance du père, les dates et lieux de naissance de la mère, la photo d'identité, les empreintes digitales. Voici tous les éléments qu'exige l'article 7 du Code électoral pour figurer régulièrement sur la liste électorale. Pourquoi? Parce que ça permet de vous identifier, ça permet d'identifier l'électeur, ça permet de l'individualiser, ça permet de nous assurer que c'est vous qui figurez bien sur la liste électorale. Ça nous permet de compter électeur par électeur. Ça permet d'éviter des doublons, que vous puissiez figurer deux fois. Ça permet d'éviter que quelqu'un puisse user de votre identité pour se faire inscrire sur la liste électorale. Donc, remplir toutes ces informations, c'est fondamental pour avoir une liste électorale propre. Parce que le propre d'une liste électorale, c'est vraiment d'individualiser, d'être en mesure d'individualiser, d'identifier avec précision chaque électeur. Mais qu'est-ce qu'on a pu constater à l'analyse de la liste électorale? Vous avez exactement 2 94 759 électeurs qui ne remplissent pas les conditions de l'article 7 du Code électoral. Plus de 2 millions. C'est-à-dire plus du quart de la liste électorale. Puisque la liste électorale compte environ 8 millions de personnes. Près du quart, 2 94 759 électeurs. Toutes ces personnes indiquent ignorer l'identité de leur père et l'identité de leur mère. Plus de 2 millions. Quand on attire l'attention de la CEI sur ça, elle nous répond la chose suivante. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Même si on est orphelin, l'orphelin a le droit de voter. C'est ce que dit la CEI. Quand on leur dit, mais il y a plus de 2 millions de personnes qui prétendent ignorer l'identité de leurs parents, la CEI nous répond, et alors, est-ce que vous voulez retirer le droit de vote aux orphelins? Mais c'est une réponse tellement absurde
Parce que même, c'est pas parce qu'on est orphelin qu'on ignore l'identité de ses parents. Et puis, quelle catastrophe la Côte d'Ivoire a traversée pour avoir 2 millions d'orphelins? Je veux dire, enfin, c'est pas quelque chose qui aurait été ignoré de la plupart d'entre nous s'il y avait dans ce pays plus de 2 millions d'orphelins. Et supposons même qu'il y ait 2 millions d'orphelins. 2 millions d'orphelins, comme je l'indique, ça ne veut pas dire que vous ignorez l'identité de vos pères et mères. Là, on nous explique qu'il y a 2 millions de personnes qui ne savent pas qui est leur père et qui ne savent pas qui est leur mère. Et ça ne choque pas la commission électorale indépendante quand on lui dit mais il y a un vrai problème. Maintenant, supposons même que ces personnes ignorent. Il n'en demeure pas moins que l'article 7 du Code électoral exige qu'on communique l'identité de ses parents. Non. Soit c'est une omission, soit c'est une volonté délibérée de ne pas communiquer. Bon, il peut y avoir différentes hypothèses, mais vous sortez ces personnes de la liste électorale et vous les amenez à justifier ensuite de l'identité de leurs parents. Mais nous dire qu'ils ignorent, qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont nés, où est-ce qu'ils ont grandi, qu'ils ne connaissent pas leur nom, qu'ils ne connaissent pas leur prénom, aussi bien pour le père que pour la mère, c'est quand même assez grossier. Mais ça impacte 2 millions de personnes dans le cadre de l'électorat. Et vous allez voir que par la suite, cet élément est fondamental dans le processus de la fraude électorale. L'autre irrégularité que l'on constate, c'est le nombre de centenaires. Il y en a pratiquement 5 000, un peu moins de 5 000, 4 844. Quand on dit ça, ils disent mais qu'est-ce que vous sous-entendez? Est-ce que vous êtes en train de dire que les personnes âgées, que les centenaires n'ont pas le droit de voter? Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais vous n'allez pas faire croire à un Ivoirien qu'une personne qui est née en 1850 soit encore en vie aujourd'hui. Juste ça. Donc quand vous voyez que vous avez près de 5000 personnes qui, a priori, prétendent être nées en 1850 ou en 1870, oui, il y a un problème. Mais là encore, ça ne choque pas la CEI qui les maintient délibérément sur la liste électorale. Et encore, le problème des personnes décédées. Alors, le problème des personnes décédées, c'est encore plus fourbe. Pourquoi? Parce que quand c'est une personne connue, quand c'est une célébrité, ça nous choque, on le voit tout de suite. Et on dit, mais comment elle peut être sur la liste électorale? Et puis bon, on est choqué. Mais il y a combien d'inconnus? Combien de monsieur ou madame, mais vraiment par des inconnus, de part des inconnus, qui sont décédés et qui sont sur la liste électorale? Il y en a des milliers. Un certain nombre d'électeurs ont même testé eux-mêmes, en vérifiant si c'est leurs propres parents, qui étaient pour certains décédés, s'ils figuraient sur la liste électorale, et ils ont pu constater effectivement qu'ils étaient encore sur la liste électorale. C'est un problème. Surtout que la liste électorale est censée être actualisée chaque année. Donc comment ça se fait qu'on puisse retrouver sur la liste électorale des personnes décédées? Bon. Là-dessus, encore, la CEI nous répond, c'est pas un problème, puisqu'un mort ne vote pas. Donc c'est pas un problème. Et puis ils disent ça, ils se croient, mais vraiment malins, quoi. C'est-à-dire, ils disent ça, ils sont bon, voilà, c'est pas un problème. Il y a des personnes décédées, mais c'est pas un problème. Mais ce qu'ils omettent de dire, c'est que, premièrement, eux, là, on leur demande pas de répondre, ce n'est pas un problème. Eux, ils sont censés mettre à jour tous les ans une liste électorale. Donc le fait qu'il puisse y avoir des personnes décédées sur la liste électorale montre qu'ils sont défaillants. Déjà. Bon. Deuxièmement, mais c'est justement parce que les morts ne votent pas que des vivants prennent les cartes d'électeurs de ces personnes pour aller voter à leur place. Voilà pourquoi il faut les retirer. Et c'est vraiment faire preuve de mauvaise foi que de prétendre l'ignorer. Elle est là, la fraude. Il est là le problème. Cette irrégularité débouche sur une fraude.
l'utilisation frauduleuse de la carte d'électeur d'une personne décédée. Mais là, la CEI, pareil, ça ne lui pose aucun problème. Alors, il y a la présence des mineurs aussi sur la liste électorale. Là, quand on lui dit ça, elle dit oui, mais c'est une erreur matérielle. Évidemment qu'un gamin de 12 ans ne peut pas venir voter. C'est une erreur matérielle. D'accord, c'est une erreur matérielle. Pourquoi vous ne la rectifiez pas alors? Pourquoi vous ne la rectifiez pas alors? Comment cette erreur a pu intervenir? Encore une fois, alors que tous les moyens vous sont donnés pour présenter une liste électorale propre. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ça encore, c'est une des difficultés posées par la liste électorale. Mais surtout, l'une des singularités qui découle de ce que je vous avais... Parfois, j'ai commencé l'article 7 du Code électoral. C'est l'obstination de la CEI de ne pas vouloir respecter justement l'article 7. C'est ça le problème. Parce que je vous ai indiqué que vous avez plus de 2 millions de personnes qui n'ont pas le droit de figurer sur la liste électorale parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article 7, et que la CEI laisse, mais ça pose un problème. Parce que la mission de la CEI, c'est elle qui est habilitée à gérer les fichiers électoraux. C'est la seule à pouvoir procéder à l'actualisation de la liste électorale. Donc c'est elle qui doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de personnes, plus de 2 millions de personnes qui ignorent qui sont leur papa et leur maman. C'est à elle de veiller qu'il n'y ait pas de personnes décédées sur la liste électorale. C'est à elle de veiller qu'il n'y ait pas de mineurs sur la liste électorale. C'est à elle de faire ce travail. Et pour faire ce travail, la CEI, elle dispose quand même d'un financement pour l'année 2023. Elle a quand même bénéficié de 57 milliards de francs CFA. Donc 12 milliards juste pour la révision, la seule révision de la liste électorale. À cela s'ajoute une contribution de l'Union européenne de près de 656 millions de francs CFA pour l'organisation des grandes étapes du processus électoral. À cela s'ajoute encore un budget de plus de 2,6 millions d'euros, soit environ 1,7 milliard de la part du PNUD, donc du Programme des Nations Unies pour le développement. Donc elle a tout cet argent. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie 2 courriers. Un courrier au ministère de la Justice et un courrier au ministère de l'Intérieur, estimant que c'est le ministère de l'Intérieur qui devait fournir la liste de toutes les personnes décédées et le ministère de la Justice devait fournir la liste de toutes les personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Donc, elle prend les listes communiquées par ces ministères, et puis voilà. Donc, maintenant, dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir un budget qui frôle les 60 milliards de francs CFA s'il faut juste faire 2 courriers? Quand même. Et puis, c'est d'autant plus aberrant que la loi dit à la CEI, vous avez la possibilité de prendre attache avec toutes les administrations de Côte d'Ivoire pour vous fournir toutes les informations, tous les documents dont vous avez besoin, dont vous pourriez avoir besoin, pour présenter une liste électorale propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la CEI prend attache avec la mairie, d'une commune, pour dire communiquez-moi, je veux tous les actes de décès de votre commune, la mairie ne peut pas refuser. Si elle demande ça à toutes les mairies de Côte d'Ivoire, aucune mairie ne peut refuser. Et c'est ça qui lui permettrait de quand même sortir un maximum de personnes décédées. Elle a quand même 57 milliards. Moi, si on me dit, bon, elle a près de 60 milliards pour faire ça, ça me semble d'accord. Je dis, bon, les fonds, effectivement, sont nécessaires à ça. Mais m'expliquer qu'elle a besoin elle va se limiter de faire juste 2 courriers et qu'on va lui remettre près de 60 milliards juste pour l'année 2023. Juste pour l'année 2023. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux.
Donc l'inertie de la CEI, alors qu'il y a près de 25% de personnes qui figurent sur la liste électorale qui n'ont pas à y figurer, qu'elle est en possibilité de demander à ces personnes de justifier leur identité, et elle ne le fait pas. Elle a la possibilité de collecter tous les actes de décès, et elle ne le fait pas. Ça montre qu'il y a un problème. Et ça a des conséquences le jour du vote. L'autre problème, c'est qu'évidemment, une fois qu'on a dit ça, la CEI, qu'est-ce qu'elle répond? C'est pas grave. C'est pas grave, parce que vous voyez, même s'il y a tous ces problèmes, et à la période des réclamations qui va s'ouvrir, vous avez 10 jours pour faire les réclamations, et dans ce cas-là, vous pourrez, tout ce que vous avez relevé là, vous pourrez nous le dire. Et puis, on va en tenir compte. Sauf que ce qu'elle ne dit pas, c'est que les réclamations que vous devez faire, elles sont individuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous relevez que sur la liste électorale, il y a plus de 2 millions de personnes qui ne doivent pas y être, parce qu'elles ne communiquent pas l'identité et le lieu de naissance de leurs parents, ça veut dire que vous devez faire plus de 2 millions de réclamations. 2 millions en 10 jours. Parce que la période de réclamation, c'est 10 jours. La période contentieuse, c'est 10 jours. Donc, quel individu peut rédiger plus de 2 millions de recours? C'est impossible. Avec toute la bonne volonté du monde, l'électeur ivoirien ne peut pas rédiger en 10 jours 2 millions de réclamations. Ce n'est pas possible. Plus grave, elle vous dit, bon, non seulement vous rédigez, mais il faut nous fournir tous les éléments de preuve. C'est-à-dire, elle, la CEI, elle a la possibilité de collecter tous les éléments de preuve, elle ne le fait pas. Mais elle vous demande à vous de faire les réclamations et de collecter les éléments de preuve. Mais vous n'avez pas les 60 milliards? Vous n'avez pas les 60 milliards? Nous n'avons pas les 60 milliards. Donc, en gros, mais c'est tellement insultant pour l'Ivoirien que de lui expliquer que, en gros, elle dit faites mon travail. Voilà ce que dit la CEI, faites mon travail. Mais moi j'ai les 60 milliards. Attention. Mais faites mon travail. Donc, en réalité, le contentieux de la liste électorale est quasi impossible. Il est quasi impossible parce que, humainement parlant, le délai de réclamation est extrêmement court et personne ne peut rédiger plus de 2 millions de recours en moins de 10 jours. C'est pas possible. Même si vous prenez 100 000 personnes, c'est compliqué, c'est pas possible. Donc, voilà comment le jeu est complètement faussé. À cela s'ajoute, comme irrégularité, le changement des lieux de vote des électeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En principe, quand on ouvre la période d'enrôlement, la CEI peut si vous avez déménagé, vous pouvez vous manifester en disant bon, je n'habite plus Cocody, désormais j'habite à Djamé, j'habite à Découbé, vous fournissez les éléments justificatifs, et puis on va vous relier au lieu de vote le plus proche de votre domicile. Donc vous pouvez faire une demande de changement de lieu de vote. Alors, il y a des personnes qui ont fait la demande de changement de lieu de vote, et puis on n'en a jamais tenu compte. Elles sont faites, et puis lorsqu'elles veulent venir voter, on les a laissées dans la précédente commune de résidence. Vous allez me dire, bon, il peut y avoir, soyons tolérants, il peut y avoir des petits problèmes techniques qui ont fait que le changement n'a pas été tenu compte. D'accord. Mais alors, que dire des personnes qui, elles, n'ont rien demandé? Elles sont tranquilles. Elles votent dans leur lieu de vote à Découbé, elles n'ont plus de problème. Et puis, lorsqu'elles arrivent, elles constatent qu'on les a balancées à Gagnora, ou
qu'on les a balancés à Poitiers, ou qu'on les a balancés à Lyon ou à Bruxelles. Comment on explique qu'on les a changés de lieu de vote? Pire, il y a des personnes qui disent: ah non, on ne va pas l'avoir. Quand la liste électorale provisoire va sortir, je vais voir si mon nom figure bien sur mon lieu de vote. Donc si mon nom, il y a bien mon nom sur la liste électorale au bon lieu de vote. Et puis les personnes, elles y vont. Et puis elles voient leur nom. Elles disent: ah, c'est bon. C'est bon. Et puis le jour du vote, lorsqu'elles viennent, il n'y a plus leur nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de l'édition de la liste électorale définitive, on a sorti leur nom pour les balancer quelque part. Ça a touché tellement de personnes. Tellement de personnes. Et ça, ils le font. Alors ça, ils ont beau dire, hein, mais on est à plus de 370 000 électeurs qu'on a changé de lieu de vote comme ça. Plus de 370 000. Et quand c'est fait au moment de l'édition de la liste électorale définitive, par définition, plus aucun recours n'est possible. Plus aucun recours n'est possible. Il y a ceux qui s'en rendent compte parce qu'ils vont quand même vérifier la liste électorale définitive. Mais bon, lorsque vous êtes à la découverte de la balance, on vous a balancé à Poitiers ou à Yamoussoukro, vous n'allez pas aller jusqu'à là-bas juste pour aller voter. Donc ils savent que comme ça, on vous a éliminé, on vous a neutralisé. Et puis il y a des personnes qui n'ont pas vérifié, puisqu'elles savent qu'elles ont toujours voté au même endroit. Et puis elles, lorsqu'elles arrivent le jour même, elles ne peuvent pas voter. Et elles ne savent même pas où est-ce qu'on les a balancées. Donc voici quand même ce qui est assez grave ici. Et tout ça, tous ces éléments interviennent avant les élections. Autre cas d'irrégularité, c'est la fermeture et l'éloignement des lieux de vote. Ça, c'est une autre technique aussi. Vous avez toujours l'habitude de voter dans un lieu de vote déterminé. Le jour du vote, vous dites: bon, je vais venir et je vais voter. Sauf que eux, là, ils ont déjà changé la cartographie. Donc quand vous arrivez, pif, on vous dit: non, maintenant vos lieux de vote, ils se situent à 10, 15, 20 km, des fois 30 km. Donc les gens ne peuvent pas voter. Voilà comment on élimine tout un électorat. Le jour du vote. Mais tout a été fait bien avant, puisque la cartographie, par exemple, c'est en ce moment qu'on travaille, qu'ils sont en train de travailler la cartographie. C'est là. Pour les élections de 2025, c'est maintenant qu'ils sont en train de travailler sur la cartographie. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. L'autre élément d'irrégularité, tout aussi insidieux, c'est les décisions de dernière minute du gouvernement ivoirien. On l'a vu lors des élections locales de 2023. Qu'est-ce qu'il fait? Il change tout simplement les règles du jeu. Au moment où les candidats étaient en train de constituer leur dossier, voir si leur liste était complète, s'il n'y avait pas de problème, si les dossiers étaient complets pour éviter des rejets, eux, discrètement, ils font passer des élus qui modifient les délais de recours. On modifie les délais de recours dans le dos des candidats. Et puis le candidat est tellement occupé à sa campagne, à préparer sa campagne, à constituer son dossier, il ne voit pas ça. Et puis il ne peut pas penser qu'on est en train de changer les règles du jeu à 1-2 mois des élections. Il le fait. Voilà comment même des candidats qui ont des éléments de preuve pour faire un recours, au moment où ils veulent le faire, eh bien, ils se retrouvent partout. On dit: c'est trop tard, le délai, il a expiré. Mais comment ça, il a expiré? Je dispose de temps. Ah non, 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 la loi a changé. Vous pouvez le vérifier. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant, et ce d'autant qu'en fait, il y a des dispositions, notamment du protocole de la CEDEAO, qui interdisent qu'on fasse ça, qu'on procède à des modifications 6 mois avant les élections. Donc de toute manière, c'est interdit par la loi, mais c'est fait quand même.
Ça intervient. Je n'ai même pas encore abordé la fraude, hein. Ça ce sont que les irrégularités qui aboutissent à des fraudes. Évoquons maintenant les cas de fraude avérés. Le premier cas de fraude que je trouve personnellement scandaleux, parce que pour le coup là, on le voit, on le démontre, c'est l'usurpation d'identité, les cas d'usurpation d'identité. On a quand même trouvé des milliers de personnes sur la liste électorale qui avaient le même nom, le même prénom, la même date de naissance, les mêmes parents, qui sont nés aux mêmes endroits et qui sont nés la même année aux mêmes dates. Bref, ce sont des cas d'usurpation d'identité. Ce sont des cas d'usurpation d'identité. Quand il y a eu ça, parce que ça concerne quand même des milliers de personnes, là encore, on informe la CEI. On dit, là c'est flagrant, regardez vous-même. Vous avez 3, 4, 5 personnes qui ont la même identité. On dit, mais c'est des cas, c'est manifeste, c'est frauduleux. Et l'usurpation d'identité, c'est un délit, c'est puni par la loi ivoirienne. Que nous répond la CEI? La CEI dit, on est en Afrique. Et en Afrique, eh ben, on prend l'acte de naissance d'un parent et puis on va l'utiliser. C'est pas grave. C'est pas bien grave parce que ce qui serait grave, c'est si la personne peut voter plusieurs fois. Mais si c'est une personne qui a juste usurpé l'identité de quelqu'un d'autre et qu'elle va voter sous l'identité de quelqu'un d'autre, ça c'est pas grave parce que c'est pas les mêmes empreintes digitales. Voilà ce que nous répond la CEI quand même. C'est-à-dire qu'elle est en train de nous dire, oui, il y a des milliers de personnes qui commettent un délit, parce que l'usurpation d'identité jusqu'à preuve du contraire, c'est un délit en droit ivoirien. Je n'ai pas parlé en droit français ou en droit américain ou en droit belge. C'est-à-dire la législation ivoirienne condamne l'usurpation d'identité. Et la CEI nous répond, on est en Afrique, c'est pas grave. Si des milliers de personnes utilisent l'identité de quelqu'un d'autre pour se faire inscrire sur la liste électorale, c'est pas grave, parce que de toute manière, elles n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Mais ce n'est pas ça le problème. Par définition, si un individu prend l'identité d'un autre individu pour s'inscrire sur la liste électorale, c'est que lui-même ne remplit pas les conditions pour y figurer. C'est surtout ça le problème. Donc comment vous pouvez, c'est-à-dire que la personne, elle commet un délit d'usurpation d'identité et elle commet une fraude. Parce qu'elle n'a pas à figurer sur la liste électorale. Elle participe à fausser le résultat d'une élection. Et puis toi, la CEI, tu nous expliques, c'est pas grave parce qu'on est en Afrique. Quel mépris. Quel mépris. De la part d'une CEI qui a à sa tête un magistrat. Donc, et ça vraiment, je dis, c'est vraiment un cas vraiment scandaleux parce qu'il est manifeste. C'est quelque chose qu'on voit assez facilement et qui nous scandalise parce que vraiment, ils le savent et puis ils laissent. Ça ne leur pose aucun problème. Vous avez un autre cas, et là, pareil. Alors là, vous avez des électeurs, des centaines d'électeurs, des milliers d'électeurs, qui ont la même mère, le même père, ou les mêmes parents. Ça veut dire que vous avez des femmes qui ont mis au monde plus de 500 électeurs. Vous avez des hommes qui ont mis au monde des milliers d'électeurs. Vous avez des couples qui ont mis au monde des milliers d'électeurs. Mais enfin, c'est-à-dire que même la probabilité biologique montre que c'est impossible. Mais ça ne leur pose aucun problème de laisser sur la liste électorale des personnes qui disent des
Des fois, c'est 1000, 2000, 3000, parfois 10 000 personnes qui disent qu'ils ont le même père. Mais enfin, même si on dit qu'il est fort, je veux dire, même si on dit qu'il est vraiment, qu'il est vigoureux, qu'il a commencé très tôt, comment il peut avoir des milliers d'enfants? Mais ça ne leur pose aucun problème encore à la CEI. Et ça concerne 1 982 902 électeurs. 1 982 902 électeurs. Vous voyez, pratiquement 2 millions. Pratiquement le quart de la liste électorale. C'est scandaleux. Et ça, c'est manifeste. Hein. On leur montre, il n'y a pas un organisme de surveillance du système électoral qui va vous dire que ça, c'est normal. Mais notre liste électorale contient ce genre d'inscription frauduleuse. L'autre cas de fraude, parce que c'est une fraude, c'est la transhumance. Alors, la transhumance, c'est le transfert, hein, c'est le transfert d'électeurs, enfin de personnes qu'on va inscrire ou qui vont se faire un changement de méthode pour aller dans une zone bien donnée, en vue de changer le corps électoral de la zone. C'est ça la transhumance. Dans le cas des élections locales, c'est extrêmement fort. Là-dessus, on nous explique, c'est pas un problème, parce que le code électoral permet à une personne qui s'inscrit pour la toute première fois de s'inscrire où elle veut. Faux. C'est faux. Ce que le code électoral dit, c'est qu'une personne qui vient s'inscrire pour la toute première fois n'est pas obligée de justifier, n'a pas à justifier de son lieu de résidence. C'est juste ça. On dit, tu ne te demandes pas la pièce justificative de ton lieu de résidence. Mais ça ne veut pas dire qu'elle peut quitter le Bougon pour venir s'inscrire pour la première fois à Découvert. Non. Parce que le code électoral est très clair. Vous devez vivre c'est clair. D'ailleurs, le code électoral, la transhumance, il précise que c'est un délit, hein, en ces termes. C'est l'article 9 du code électoral qui dit quiconque s'inscrit sur la liste électorale d'une circonscription électorale où il n'a ni son domicile, ni sa résidence, ou dans laquelle il n'est pas inscrit au rôle des contributions ou n'est pas immatriculé, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs. C'est clair. Si tu vis à Découvert, que tu viens t'inscrire pour la toute première fois à Découvert, on te dit que tu n'as pas besoin de fournir une pièce justificative. Voilà ce que dit le texte. Mais le texte ne dit pas si tu vis à Bobo ou je ne sais où, tu ne peux pas quitter ta zone pour venir t'inscrire à Découvert et penser que tu es dans ton bon droit. C'est faux. C'est de la transhumance. Et c'est interdit par les dispositions du code électoral, par la législation ivoirienne. C'est extrêmement pratiqué. Ils font volontairement de faire croire, parce qu'ils jouent l'ambiguïté en disant on n'a pas besoin de fournir une pièce justificative, mais c'est pas parce qu'on n'a pas besoin de fournir une pièce justificative que forcément ça veut dire que tu peux venir d'une autre zone. Pour donner un exemple concret, c'est comme si, pour rentrer dans un lieu précis, vous deviez être majeur. D'accord? C'est comme si, pour rentrer dans un lieu précis, vous deviez être majeur. Une boîte de nuit, je sais pas. Ça ne veut pas dire qu'à l'entrée, on va vous demander votre pièce d'identité. On peut vous dire non. Mais on va partir du principe que si vous rentrez, c'est que vous êtes majeur. Maintenant, si dedans, dans le lieu, on vérifie et on se rend compte que vous n'êtes pas majeur, mais on va vous sortir, puisque vous ne remplissez pas les conditions. C'est simple. Mais voilà, la série, elle le sait, hein. Ils savent bien ça, mais ils jouent l'ambiguïté.
pour faire croire aux gens que c'est autorisé, que c'est normal. Le dernier cas de fraude, enfin, c'est pas le dernier cas, hein, ce sont des exemples qu'on vous a donnés, mais on voulait terminer par ça, ce sont les intimidations. Ce sont les intimidations de tout genre en réalité. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer? On a remarqué que les Ivoiriens demeurent traumatisés quand même. Il y a encore les séquelles, les traumatismes de 2010-2011. Et qu'à l'approche des élections, il y a une tension qui s'installe. Et les gens, souvent, laissent passer des comportements qui savent frauduleux. Mais ils n'interviennent pas parce qu'ils se disent ils sont dangereux, ils peuvent s'en prendre physiquement à moi. Donc la peur paralyse. Et comme la peur paralyse, ça laisse des fraudeurs accomplir un certain nombre d'actions frauduleuses devant les gens qui ne réagissent pas. Qui ne réagissent pas. Parce qu'elles ont peur. Et je pense que ça, faut vraiment prendre en considération cet élément parce que il n'y a pas marqué j'ai peur sur la tête de quelqu'un. Et on ne sait pas forcément ce que les uns ou les autres ont pu voir, ont pu subir, ont pu voir leur famille impactée par la crise post-électorale de 2010-2011. Les gens n'en parlent pas forcément. Mais à l'approche des élections, ça les tétanise. Donc ça aussi, il faut en prendre conscience pour pouvoir justement adopter les meilleures stratégies de lutte contre la fraude. Prendre en considération le fait qu'on demeure quand même un peuple meurtri et traumatisé. Il ne faut pas sous-estimer cette donnée. Une fois qu'on a dit tout ça, quelles sont les solutions? Comment lutter contre la fraude? Comment lutter contre les irrégularités? Vous avez des solutions pratiques. La première qu'on a pu relever, c'est la nécessité d'enrôler par fédération nos militants et nos sympathisants. Les enrôler sur la liste électorale. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, si je dois faire un parallèle, ne pas être sur la liste électorale, et aspirer au changement, c'est comme être un soldat qui va à la guerre sans armes. Vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Un soldat, pour pouvoir mener un combat, il doit être formé, il doit être entraîné, et il doit être armé. Un militant, pour être efficace, il doit être formé, et il doit être sur la liste électorale. Et puis il doit voter, bien sûr. Mais si on n'a pas nos militants, nos sympathisants sur la liste électorale, on ne pourra jamais gagner. Donc, ça, c'est quand même fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut consulter la liste électorale. Il faut vérifier si vous y êtes. Il faut vérifier si tous les militants y sont. Il faut vérifier si tous les sympathisants y sont. Et s'ils n'y sont pas, il faut faire le travail d'enrôlement. On ne va pas se mentir. Il ne faut pas dire oui, on va gagner, Gbagbo président, là. Rien du tout si on n'est pas sur la liste électorale. Il ne faut pas qu'on se blague, il ne faut pas qu'on se mente. Pour gagner une élection, le minimum, le b.a.-ba, c'est d'être sur la liste électorale et d'aller voter. On ne peut pas gagner une élection sans ces éléments minimums. Donc, au niveau des fédérations, c'est pour ça qu'on ne cesse de le dire, la victoire du président Gbagbo est entre les mains de la base. La victoire
du président Laurent Gbagbo est entre les mains de la base. Elle est entre vos mains. Parce qu'il revient à la base, vraiment, de faire ce travail d'enrôlement au niveau des comités de base, au niveau des sections, de faire du porte-à-porte, d'aller au contact des populations. Il ne faut pas rester entre nous, d'aller au contact des populations, de discuter avec elles, de voir si elles sont sur la liste électorale. Si celles qui n'y sont pas, pourquoi elles n'y sont pas? De les aider à se faire enrôler. Pour ce faire, celles qui n'ont pas d'acte de naissance, les aider à se faire établir un acte de naissance, les aider à se faire établir un certificat de nationalité pour s'inscrire sur la liste électorale. La phase d'enrôlement pour être sur la liste électorale va intervenir fin septembre, début octobre 2024. Fin septembre, début octobre 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne parvient pas à faire enrôler sur cette liste électorale tous nos militants, tous nos sympathisants, on n'a aucune chance de gagner en 2025 pour même arriver. Parce qu'il n'est pas garanti, on n'a aucune garantie de ce qu'il y ait encore une actualisation de la liste électorale avant les élections présidentielles de 2025, vu que c'est en octobre. Regardez bien, l'actualisation c'est septembre-octobre 2024. Nos élections, c'est la fin du mois d'octobre 2025, on est d'accord. Donc il est probable que la dernière phase, le dernier enrôlement qui va intervenir avant les prochaines élections, il intervient dans quelques mois. Personne ne vous dit ça. Personne ne vous dit ça. Vous pensez qu'on a tout notre temps. Nous n'avons plus de temps. Si nous ne parvenons pas à faire enrôler nos militants et nos sympathisants, il faut parler. C'est comme aller à la guerre sans armes, ça revient à la même chose. Ça ne sert à rien. Donc, il y a vraiment un travail à faire au niveau des bases pour enrôler les gens, pour préparer l'enrôlement sur la liste électorale. Donc, toutes les personnes qui n'ont jamais eu d'acte de naissance, il faut les aider à se faire établir des actes de naissance. Je crois que les notes de service sont passées au niveau des sections et des comités de base pour dire que ce sont des opérations permises par la loi de 2018. Donc, il faut permettre à nos sympathisants, à nos militants, de se faire établir des actes de naissance pour ceux qui n'ont pas d'acte de naissance, pour se faire établir des certificats de nationalité et pour préparer l'enrôlement sur la liste électorale dans quelques mois. Fin septembre, début octobre 2024. C'est important. Quand je dis que tout se joue bien avant, voilà pourquoi il est extrêmement important que cela soit fait. Et ça, vraiment, c'est un travail que la base doit faire. Pour tout vous dire, la victoire du président Laurent Gbagbo est entre les mains de la base. Comme toujours. C'est le peuple qui a permis en 2000 de faire gagner le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui encore, le pouvoir, c'est vous qui l'avez pour installer le président Laurent Gbagbo en 2025. C'est vous qui l'avez. C'est à la base de faire ce travail, de faire du porte-à-porte. Il faut vraiment aller au contact de nos parents, discuter avec nos parents. Et puis faire ce travail d'enrôlement. C'est fondamental. L'autre travail, vous allez voir, quand je dis que la base, c'est vraiment vraiment les militants de base, ce sont les héros. Ce sont les héros anonymes qui permettront la victoire du président Laurent Gbagbo. Il faut dire ce qui est. L'autre travail qui sera demandé à la base et qui est fondamental, c'est la cartographie. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des fois ils suppriment des bureaux de vote, ils en créent des nouveaux, et puis comme ça ils se croient malins, et puis ils privent nos électeurs de lieux de vote proches de leur domicile. Je sais que ce travail a déjà commencé, mais il est important de sensibiliser sur le fait qu'il est vraiment fondamental que tous nos secrétaires généraux de comités de base et de section fassent ce travail, qu'ils vérifient bien que les lieux de vote sont proches des habitants de notre électorat, qu'ils vérifient que les bureaux de vote ne posent pas de problème pour nos personnes âgées et pour les personnes à mobilité réduite. Parce que ça ne sert à rien qu'un bureau de vote soit dans les étages si les personnes ne peuvent pas monter les escaliers.
Ça, là, ça élimine des électeurs. Et une voix est une voix. Et voilà, toutes les voix vont compter pour 2025. Donc on ne peut même pas s'amuser à en perdre une seule voix. Donc si vous voyez que les lieux de vote ne sont pas adaptés, ou sont éloignés de notre électorat, ou sont dangereux ou difficiles d'accès, il faut les remonter très vite à la direction. C'est fondamental. Nous aussi, on doit proposer des lieux de vote qui sont proches de notre électorat. Eux le font, hein. Donc nous, tâchons de le faire. Parce que ça aussi, c'est important. C'est ce qui nous permet aussi de convaincre des fois des gens d'aller se déplacer. Parce que quand c'est pas très loin, les gens vont aller. Mais si vous leur dites de faire 10 km ou 15 km, qui va payer leur transport? C'est ce qu'ils vont vous répondre. Donc ils ne vont pas faire. Donc c'est vraiment un travail à faire, vérifier où se situent les lieux de vote et s'ils ne sont pas trop éloignés de notre électorat. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les actes d'état civil, parce que c'est l'enrôlement aussi à préparer, donc vraiment je compte sur vous pour faire ce travail d'établissement des actes de naissance. Il faut demander, il ne faut pas que les gens aient honte, soient gênés, il faut vraiment le contexte des populations pour voir si chacun a son acte de naissance et aider les personnes qui ne l'ont pas à le faire. Eux le font, hein. Eux font établir les actes de naissance, ils ont déjà commencé. Donc, à nous de faire la même chose. On ne va pas laisser vraiment un certain nombre de nos parents sans acte de naissance, et puis bon, s'ils n'ont pas d'acte de naissance, s'ils n'ont pas de certificat de nationalité, ils ne peuvent pas les voter. Mais je veux vous dire à quel point c'est même important qu'ils aient leurs actes de naissance. Je vais vous dire à quel point c'est important. Au-delà des élections. Lors des événements intervenus en 2011, vous savez, c'est pas vous avant, il y a eu des milliers et des milliers de morts. Lorsqu'il nous a fallu saisir la CPI pour dire que notamment dans l'Ouest, il y a des gens qu'on a massacrés. Il y avait un certain nombre de documents à fournir, parce que quand on dit « Ah, on a tué telle personne », on doit apporter la preuve. Mais quand vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'avez pas d'acte de décès, et quand vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'existez pas aux yeux de la loi. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Vous n'avez pas d'existence légale. C'est-à-dire que vous tuez là. Quand on vous tue, et quand on va dire, mais oui, tu as tué la méthode, c'est qui? Mais bon, lui, c'est mon petit frère. Oui, mais ton petit frère, il n'a pas d'acte de naissance? Ah non, donc il n'existe pas. C'est violent. C'est extrêmement violent. Et ça a été une réalité judiciaire. Il y a des tas de personnes qui ont perdu la vie et qui ne vont jamais, jamais, jamais obtenir justice, jamais être reconnues dans leur qualité de victime parce qu'elles n'existent pas aux yeux de la loi. Voilà pourquoi il est fondamental, pour avoir une existence légale, d'avoir son acte de naissance, au-delà de tout. Vous n'avez pas d'existence légale, vous ne pouvez rien transmettre à vos enfants après. Vous n'existez pas. On va dire oui, mais nous, dans nos villages, on se connaît. Oui, on se connaît. D'accord, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais aux yeux de la loi, c'est pas vrai. Donc, quand on vous tue là, et que d'autres personnes viennent, comment nous, ensuite, comment vous défendez vos droits? J'ai des droits. Le j'ai des droits là. Le j'ai des droits repose sur une existence légale. Mais si vous n'existez pas légalement, vous n'avez aucun droit. Vous n'êtes rien. C'est violent, mais je préfère vous le dire, parce que vaut mieux vous informer comme ça qu'avoir la violence en face. On l'a déjà connu en 2010-2011, et ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de ça. Je vous dis, il y a des milliers de personnes, il faut qu'on se dise des choses, il y a des milliers de personnes, jamais elles ne seront reconnues comme victimes parce qu'elles n'ont pas eu d'existence légale. Elles n'ont pas eu d'existence légale. Donc vraiment, il y a ce travail à faire déjà pour nos parents, pour nos concitoyens. Il faut qu'ils le fassent, pour eux-mêmes,
ils établissent leurs actes de naissance. Et puis on va les aider à établir un certificat de nationalité. Et puis on va les aider à les mettre sur la liste électorale. Parce que c'est bien de dire, oui, ils vont partir. Ils vont partir comment? Vous allez les chercher comment? Si vous ne vous mobilisez pas, si vous n'allez pas vous enrôler sur la liste électorale, vous allez les chasser comment? Parce que l'autre élément aussi de lutte contre la fraude, c'est le taux de participation. Il faut aller voter. C'est ce que je dis souvent. Vous savez, le jour du vote, c'est un peu comme quand on passe un examen à l'école ou à l'université. Si dans l'amphithéâtre ou si dans la classe, il n'y a pas de surveillant, il n'y a pas de professeur, mais tout le monde doit préparer sa copie. Mais il va y avoir la fiche. Mais c'est évident. Pour pas qu'il y ait de triche, il faut qu'il y ait un professeur, il faut qu'il y ait des surveillants. Dans le cas d'une élection, les surveillants, ce sont les électeurs. Participez au processus électoral. Allez voter. Restez dans les bureaux de vote pour pas qu'on vous vole le victoire. Mais si vous vous désintéressez, on va vous voler. C'est évident. C'est évident. Si vous n'êtes pas là, on vous vole. La vraie question, c'est est-ce qu'on n'a pas assez d'être volé? Est-ce qu'on peut au moins, pour une fois, se réengager dans notre processus électoral, se réapproprier notre processus électoral, en allant s'inscrire sur la liste électorale, en allant voter, et en disant non, vraiment cette fois-ci-là, je vais rester, je vais voir comment ça se passe. Et vous allez voir. C'est pour ça qu'il y a aussi cet aspect psychologique. Parce que dans une salle de classe, même celui qui veut tricher là, s'il y a le surveillant qui passe à côté de lui ou qui le regarde, il ne peut pas tricher. Même s'il avait envie, il n'a pas triché. Mais si vous laissez les gens entre eux, ils vont tricher, c'est sûr. Donc la meilleure façon, le pire ennemi de la fraude, c'est la participation des électeurs. Il faut participer au processus électoral. Il faut aller voter. Une autre façon aussi, fondamentale, un des éléments très importants dans le cadre du processus électoral, et qui intervient aussi avant le jour du vote, retirez vos cartes d'électeurs. Retirez vos cartes d'électeurs. Il faut les récupérer. Il ne faut pas vous dire non, c'est pas grave, le jour du vote, je vais aller prendre ma carte. Non. Quand vous dites ça, là, eux, ils ont déjà pris votre carte pour la remettre à quelqu'un d'autre. Et la personne va voter avec votre carte d'électeur. Et puis quand vous arrivez, c'est trop tard. Donc, vous dites non, vous avez déjà voté. Vous dites mais non, j'ai pas voté. C'est maintenant que je viens. Non, regardez, vous avez déjà voté. Donc les cartes d'électeurs, il est important de les retirer. Très important de les retirer, de les récupérer. Parce que c'est ce qu'ils utilisent aussi pour frauder. Alors il y a aussi des solutions politiques. Les solutions politiques, la direction du parti les a déjà évoquées, à savoir la recomposition de la CEI, parce qu'effectivement, la CEI, dans sa composition actuelle, elle est scandaleuse, et elle montre bien qu'elle est incapable d'être indépendante du pouvoir politique, et qu'elle est incapable de suivre un processus électoral en toute mais vraiment impartialité. Donc il est fondamental de changer, de revoir la composition de la CEI. Et quand je dis revoir la composition de la CEI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CEI doit être composée majoritairement de l'opposition. Et oui, et c'est pas honteux de le dire. La CEI, dans sa composition, elle doit être composée majoritairement de l'opposition. Et quand je dis l'opposition, c'est la vraie opposition, C'est pas des micro-partis que vous allez créer en disant bon voilà, ça c'est l'opposition. Non, c'est la vraie opposition, notamment l'opposition représentée à l'Assemblée nationale, notamment. Ça c'est le minimum. On est quand même dans une CEI et dans un environnement où le chef de l'État est président de parti. Le chef de l'État est président de parti. Il a les deux casquettes. Et à la CEI, il a son représentant en tant que chef de l'État et il a son représentant RHDP. En fait, il est doublement représenté. Donc,
Ce n'est pas normal que la CEI soit composée majoritairement du pouvoir. Et pour avoir donné confiance à l'opposition, il faut forcément revoir la composition de la CEI. La direction a aussi parlé de l'audit de la liste électorale, c'est vrai. Comme je l'ai dit, elle est truffée d'incongruités et d'irrégularités et de fraudes, d'éléments frauduleux. Donc l'audit de la liste électorale est fondamental. La direction veut aussi les audiences foraines, parce que c'est ce qui permet, en cas des audiences foraines, de permettre à chacun d'avoir ses actes d'état civil en limitant au maximum les éléments frauduleux. Ça, on est d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait s'il ne le faut pas? Qu'est-ce qu'on fait s'ils ne veulent pas d'audience foraine? Qu'est-ce qu'on fait s'ils ne veulent pas d'audit de la liste électorale? Quoi, on va croiser les bras et pleurer? Ou se dire non, c'est pas possible. C'est pour ça que je dis le pouvoir actuellement du changement, il est entre vos mains. Il est entre les mains de la base. Vous voyez, il ne faut pas vous sous-estimer, hein. Vous êtes une force. Vous êtes la force du parti. Vous êtes la véritable force du parti. Sans vous, on ne gagne rien. Vous êtes les soldats du président Gbagbo. Si le président Gbagbo gagne demain, c'est vous. S'il perd, c'est vous. Vous êtes la force du président Gbagbo. C'est pour ça qu'il est important de s'organiser. Tout ce que je vous dis, et si je vous donne les éléments, ce sont les alertes, c'est pour vous préparer. Il faut qu'on soit prêt pour qu'en septembre, octobre, on enrôle un maximum de personnes sur la liste électorale. Il faut que tous nos militants, tous nos sympathisants soient sur la liste électorale. J'irai même plus loin, vous là, même au sein de vos familles. Les messieurs, vos épouses doivent être sur la liste électorale. Vos enfants majeurs doivent être sur la liste électorale. Mesdames, vos maris doivent être sur la liste électorale. Tous vos enfants, vos parents, vos frères, vos soeurs, vos cousins, ils doivent être sur la liste électorale. Ça passe déjà par la cellule familiale. Si vous n'arrivez pas à enrôler les membres de votre famille, c'est le voisin qui va enrôler. Déjà au sein de chacun de vos familles, vous pouvez enrôler plusieurs personnes. Donc imaginez tous les électeurs que le président Laurent Gbagbo peut avoir. C'est pas si compliqué que ça. Mais ça demande du travail. Et ce travail, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas... La base, vous êtes la force du président Laurent Gbagbo. Vous êtes la force du président. C'est pas la direction. La force du président Laurent Gbagbo, c'est vous. Vous êtes la force du président Laurent Gbagbo. Plus vous allez vous mobiliser, plus on augmente nos chances de gagner, et plus la victoire ne pourra pas nous échapper. Il ne s'agit pas de bomber le torse, c'est pas ça, c'est le travail. Chacun dans sa zone, chacun au niveau de son cercle familial et d'amis, poser la question et vérifier. Vérifiez si tout votre entourage est bien sur la liste électorale. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est pas si compliqué que ça. C'est quelque chose qui vous est accessible. On peut vérifier. Si chacun, au niveau de sa famille, fait ce travail, on peut pas le faire. Donc, pour conclure, vraiment, je dirais ce que le président Laurent Gbagbo a dit et a redit, on n'a rien sans combat. On n'a rien sans combat. Toute la vie du président Laurent Gbagbo a été un combat. Toute sa vie. S'il avait écouté toutes les personnes qui se sont découragées, il n'y aurait pas eu de multipartisme. S'il avait écouté toutes les personnes qui ont été découragées, il n'aurait pas pu accéder au pouvoir. S'il avait écouté toutes les personnes qui ont tenté de nous décourager, il ne serait jamais sorti de la CPI. S'il avait écouté toutes les personnes qui ont tenté de nous décourager,
il ne serait jamais rentré en Côte d'Ivoire. C'est parce que sa vie est un combat qu'il y a des victoires. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Donc si nous voulons la victoire en 2025, menons le combat. Merci.